Oui, bonsoir, cher. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Nous sommes aujourd'hui le 22 février 2023 et c'est encore un énorme plaisir que vous nous offrez à être en face de vous pour vous présenter les émissions de la tribune intellectuelle que nous appelons le festin intellectuel afin de nous convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Et je vous dis merci d'être des nôtres chaque jour que Dieu fait. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs thématiques. Mais avant de toucher les 10 sujets, j'aimerais ici lancer un avis à tous ceux qui se sont présentés comme des ennemis déclarés du président Alassane Ouattara, le président régulièrement élu et démocratiquement élu et qui nous fait du très bon travail en Côte d'Ivoire et que nous apprécions d'ailleurs avec énormité. Moi, je suis éclaireur pro vérité. Je ne suis pas le prophète Jésus, fils de Marie. Je ne serai pas cette personne qui va prier pour les ennemis de Ouattara ou encore pour mes ennemis. Et je souhaite même que mes ennemis périssent. C'est ce que je suis. Donc apprêtez-vous, car moi, éclaireur pro vérité, je ne vais plus vous faire de cadeaux, qui que vous soyez, où que vous soyez. C'est vraiment très important. Et donc, on va débuter les nouvelles fraîches du pays avec Amani Nguessan, le ventripotent, qui a un ventre long sachi comme un hippopotame, mais qui a aussi un cerveau qui se retrouve à l'intérieur de son ventre. Celui-là même qui aime manger au kiosque à café, c'est de lui qu'il s'agit. Comme il avait souhaité avoir du feu, moi, éclaireur pro vérité, je vais lui offrir l'enfer. Comme ça, il sera plus que satisfait. Parce qu'il est dit que lorsque tu donnes du miel à un âne, il ne faut pas être surpris des conséquences. Après avoir fui en pleine nuit le quartier Dar es Salaam à Bouaké, à cause des loyers impayés qu'il devait au vieux Kouyaté, le même Amani Nguessan, celui-là même qui est un fidèle régulier dans les différents kiosques à café, il va se retrouver au quartier Ngatakro, près de l'hôtel La Vallée. Et là-bas, chaque 16 heures, il partait manger cracro chez une vieille femme là-bas. Et quand il mangeait les cracros là, il ne payait pas. La vieille là, elle a crédit de cracro sur lui jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est très honteux. Il n'a jamais pu payer les crédits de cracro qu'il avait pris. Et donc, quand on a un ventre aussi sale que le tombeau de Toutankhamon et qu'on y met n'importe quoi, c'est vraiment honteux. Mais comme il a décidé de mettre son ventre avant toute chose, on va lui rappeler que ce vilain ventre qu'il traîne comme le ventre d'un phacochère, on va lui rappeler que la vie est plus importante que ce qu'on peut mettre dans son ventre pour se goinfrer. Et donc ça, c'était le message qu'il fallait rapidement dire à Amani Nguessan, de retourner en Ngatakro pour aller payer les crédits de cracro qu'il a mangé là-bas. Parce que la vieille femme, elle n'a pas encore pardonné.
Et ça, c'est pas bon. J'aimerais aussi dire à Mani Nguessan que son ami Boga Sako, s'il ne le savait pas, s'est taillé avec plus de 20 millions de la FIDOP, la soi-disant Fédération ivoirienne des droits de l'homme, ou de je ne sais quoi, qui en réalité est une filiale, une boutique du FPI, PPACI, pour essayer d'embêter les Ivoiriens. Et donc l'individu, l'impénitent et surtout le non-repenti comme Laurent Gbagbo, il s'est taillé, comme je le disais, avec plus de 20 millions de francs CFA de sa soi-disant association, mais il a pris le soin d'enceinte régulièrement la secrétaire de la FIDOP et le monde va très bien. Et à Mani Nguessan, faudrait-il que je te rappelle que votre petit âne de service, Damana la pétasse, le vendredi 24 février 2023, à 10 h, si tu ne le savais pas comme tu aimes manger, Damana Picasse a été invité au grain de la cellule spéciale d'enquête et de lutte contre le terrorisme. Maintenant, moi, c'est pas moi je t'ai dit. Oh. Maintenant, ce que je vais te dire, il faut écouter, mais je t'ai rien dit. Ce ne sont pas les cassements des papos de Malikoura qui sont en train de sortir comme ça. Tout ce que vous avez fait au Mali, là, on dirait, est-ce que c'est pas ça qui est en train de sortir? Ce qui est sûr, moi, je n'ai rien dit. Ce qui est sûr, on va tous aller devant leur grain là-bas le vendredi pour aller voir ce qui va se passer là-bas. Mais ce que je peux te dire, ne laisse pas ton ventre bouillonner. Ton gros ventre, ne le laisse pas bouillonner. Il ne faut pas avoir peur. Ça se fera vite et ça sera très bien fait. Comme on le dit, ça sera fait en mode sharp. Revenons maintenant au demi-kebab ou à cette misère humaine qui s'est fait appeler chichi papo ou chichi coco ou chichi gougou. Toujours est-il que c'est le nom quand même d'un animal de compagnie, demi-kebab. Et donc, l'ami, si j'ai pu me le permettre, on dirait que tu ne seras plus reçu au palais de la Marina. Mais qu'est-ce qu'il y a? Sinon, on dit qu'est-ce qu'il y a? Ton maître, le tyran despote du Dahomey, qui a menti, que lui, il a pris 14 milliards pour rénover la Marina. Votre Marina, là, leur palais au Bénin, on appelle ça la Marina. Il a menti qu'il a pris 14 milliards pour rénover. Et je parle de Patrick Talon. Jusqu'à aujourd'hui, là, il a mis poudre d'eau glacée sur le visage des Béninois. Ah donc, on dirait qu'il ne va plus recevoir son ami Demi Kebab là-bas. Toujours est-il que ça devait se passer le vendredi à venir. Je crois que c'est le 24. Ce qui est, si on vous regarde, on va voir ce que vous faites là-bas. Toujours est-il que maintenant, la question qu'on se pose, on fait comment? Comme toi, Demi Kebab, tu voulais de l'eau. Toi, je t'ai offert spécialement la mer, mais bien salée. Parce que tu es une espèce de désœuvré, brigand, escroc, de la pire espèce et de la pire race. Chez nos pays, on dit que tu es un pafloteur, sans valeur. Et donc, pour revenir aux 14 milliards qui ont été engagés, pour nous, dit-on, rénover le palais de la Marina, j'aimerais poser 2 ou 3 questions à M. Patrick Talon, le dictateur du Dahomey. La Marina que vous avez eue là, qui est là-bas, là, avant toi, il y avait Yahi Boni. Il y avait quoi à rénover qui allait jusqu'à 14 milliards? Même si tu n'as pas peur de Dieu, il faut avoir pitié des Béninois. C'est important. Et donc, il faut nous expliquer. La Marina même là, quand on a construit là, ça a coûté combien? Ça, nous on veut savoir. Moi, je ne suis pas Béninois. Mais, comme maintenant, tu permets à Chichi Kako ou Chichi la tapette de s'attaquer à notre président ivoirien, on va maintenant, on va vous démanteler, toi et puis ton papa Chichi. Parce que c'est toi qui encourage Kémy Séba pour insulter Alassane Ouattara. C'est toi. Et donc, pour voir en toi les qualités d'un voleur, ce n'est pas étonnant. Mais dire que tu étais un traître, ça devient encore plus choquant. Et comme je l'ai dit, toute personne qui va s'attaquer à Alassane Ouattara, sachez que moi, je vais pourrir à cet endroit-là. Parce que je ne vais pas laisser. Et donc, tu as volé l'argent des Béninois. C'est que ça n'a pas coûté la construction. Là. Toi, tu dis que la rénovation, là, ça a coûté 2 fois le prix du palais.
Chose étonnante. Mais peut-être que moi, je peux me tromper, puisque je ne suis pas béninois. Mais avant de prendre les 14 milliards de béninois, là, puisque ce n'est pas 14 francs, ce n'est pas 14 000, ce n'est pas 14 millions, c'est 14 milliards, on est en train de parler pour rénover seulement quelque chose qui est là. Est-ce que le gouvernement de la rupture que tu représentes a pris le soin de faire un projet de rénovation qui a été soumis régulièrement à l'Assemblée nationale? Voilà une question que j'aimerais savoir. Et la réponse, on la connaît, c'est non. Et donc, qu'est-ce que tu caches? Et qu'est-ce qu'il y avait d'urgent à rénover dans le palais de la Marina? Donc, je vous laisse avec ces questions-là. Et les Béninois intelligents vont se souvenir. Et les Béninois qui veulent lire et comprendre de quoi je suis en train de parler, allez prendre le journal L'Éveil, le numéro 273. Et si vous le lisez, vous allez comprendre la forfaiture de Patrick Talon pour essayer, en ces temps difficiles, voler 14 milliards de Béninois pour nous dit-on qu'il aurait rénové un palais alors qu'il n'en est rien. Ça, c'était la commission du jour. Le premier sujet a pour titre « Conflit agriculteurs-éleveurs, pourquoi le gouvernement se doit de se saisir de ce dossier » ou du dossier, s'il vous plaît. Le nord et le centre de la Côte d'Ivoire sont en proie à des violents conflits entre agriculteurs et éleveurs depuis de nombreuses années. Ces violences sont la résultante d'une mauvaise politique de bon voisinage entre les bouviers peuls et les agriculteurs. En effet, les champs, les cultures et les récoltes agricoles sont dévastés, détruits par les bœufs des pasteurs peuls qui sont en perpétuelle recherche de végétaux pour leurs animaux. C'est l'amer constat et la triste réalité qui viennent d'endeuiller la localité de Kolia, dans la région de la Bagoué, le 13 février 2023. Un jeune agriculteur nommé Namourou, natif de cette coquette ville de paix et d'hospitalité, est abattu d'un coup de machette par un bouvier peul qui, en retour, a été tué par les jeunes en furie. La victime se plaignait des dégâts réguliers causés par le bétail des peuls dans son champ. Ce horrible meurtre a failli engendrer un conflit communautaire n'eût été la vigilance des forces de sécurité, la dissuasion des autorités coutumières et politiques. Par ailleurs, la situation migratoire des peuls bouviers vers la Côte d'Ivoire s'est aggravée avec le terrorisme qui sévit dans les pays de l'Hinterland, notamment le Mali, le Burkina Faso, le Niger, où les peuls sont d'une part dépossédés de leur bétail par les groupes extrémistes armés pour financer leurs tristes besoins, et d'autre part, ils sont pourchassés, massacrés, considérés comme soutien aux groupes extrémistes, voire terroristes. Ils sont entre le marteau et l'enclume dans ces pays frappés par le terrorisme. Cependant, le seul salut se trouve en Côte d'Ivoire, pays de paix et d'hospitalité. Malheureusement, la cohabitation avec les bienfaiteurs et autres est confrontée à d'énormes problèmes sociaux que le gouvernement devrait prendre à bras le corps et l'étudier sérieusement. Les dégâts aux cultures causés par le passage du bétail déclenchent le plus souvent des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Bien qu'il existe des conventions locales qui dictent la manière dont ces conflits doivent être résolus, ce processus n'arrive pas à atteindre les objectifs escomptés. Cet échec est patent, puisque les communautés pastorales sont toujours au rixe avec les agriculteurs. Bien que des mécanismes de règlement de différends, y compris des négociations informelles, sont essentiels pour atténuer la violence entre agriculteurs et éleveurs, il n'en demeure pas moins que les institutions d'arbitrage officielles soient établies. Sinon, au demeurant, est perçu comme susceptible d'être influencé, voire éroder la confiance dans l'ensemble du processus. De plus,
La méfiance à l'égard du processus de médiation empêche de résoudre les différends courants à l'amiable et de manière informelle. Alors, il serait judicieux que le gouvernement veille à la bonne cohabitation avec des textes juridiques et un cadre technique tangible à l'élevage des bovins dans les zones impactées par ce fléau. C'était un texte d'Idriss Danyogo. Et c'est un texte interpellatif très important. Et comme on le dit souvent, ce problème avait longtemps été réglé. Comme maintenant on est tous devenus blancs, comme maintenant l'homme africain ne se donne pas de la valeur. Sinon, depuis l'époque de Sundiata Keïta, je crois bien dans la troisième version du Kurukanfuga, on avait déjà réglé ce problème-là. On avait dit qui est agriculteur et qui est éleveur. Celui qui prend son bétail parce que lui il est content n'importe comment pour se promener, ce n'est pas, c'est un délinquant. Tu ne peux pas aller gâter le fruit de la souffrance d'une année de quelqu'un parce que toi tu es bouvier. Il faut que les uns et les autres se respectent. Et donc, même en partant sur une tradition ancestrale, pour montrer à chacun qu'il y a une période où on peut laisser les animaux se promener n'importe comment, et une période où il faut, durant la période des cultures, il ne faut pas que les animaux ou même délimiter les zones, c'est vraiment très important. Il y a la mauvaise foi aussi des bouviers qui font exprès pour détruire le travail des planteurs. Et ici, il va falloir qu'on trouve une solution. Mais la solution qu'on va trouver, si ce sont des Maliens, des Burkinabés qui doivent venir chez nous en Côte d'Ivoire, on ne peut pas leur faire plus de droits que nous-mêmes. Ça, il faut que ce soit clair. On ne peut pas les préférer à nous-mêmes. Ce n'est pas nous, on leur a dit d'installer Amadou Koufa chez eux là-bas au Mali. Ce n'est pas nous, on leur a dit d'être les amis de Iyad Agali. Ce n'est pas nous, on leur a dit de faire coup d'État pour installer Assimi Koufa Goïta. Ce n'est pas nous, on leur a dit de faire le désordre dans leur pays pour installer la bande des analphabètes narcotrafiquants qui se font appeler des colonels au Mali. Donc là, s'ils se sont servis eux-mêmes l'enfer, ils le méritent et qu'ils l'assument. Nous, on s'en fout de ce qui peut leur arriver. Si le Mali même veut, le Mali peut aller se faire rôtir en enfer. Ça ne nous regarde pas. Donc, les conséquences de votre turpitude, vous les assumez. On n'aura pas pitié de vous. Et donc, si le Mali qui est si grand, que vous appelez le Mali bas, mais pourquoi ils ne vont pas? Le Mali qui est 10 000 fois plus grand que la Côte d'Ivoire, pourquoi ils ne vont pas vers d'autres zones de la Côte d'Ivoire, du Mali? Et donc, chers bouviers maliens, on ne va pas hériter de vos problèmes. Allez dire à Assimi Koufa qui a installé un pays, un proto-État djihadiste des narcotrafiquants que vous appelez le Mali aujourd'hui. Allez dans votre nouvelle fédération là, Burkina, Mali, Guinée. Il y a la forêt aussi en Guinée. Et puis allez aussi au Burkina. Comme ce sont vos amis là, vous allez faire des échanges de techniques. Mais laissez-nous en paix. On n'a pas envie de faire palabre avec vous. Mais vous avez tué un Ivoirien. On a tué aussi un Peul. Ça, c'est très bien. Ceux qui ont honte, c'est ceux qui ont honte. Vous tuez un Ivoirien, on va vous tuer aussi. Bande de criminels que vous êtes. Vos mauvais comportements, ne venez pas les installer chez nous. Bande de tueurs d'hommes. Et donc, comme c'est rentré dans tuer Ivoirien là maintenant, continuez à faire. On va vous servir comme il se doit. Et il faudrait que les autorités prennent la pleine mesure de la réalité. Mais on ne va pas léser nos populations ivoiriennes pour faire plaisir à des djihadistes. Parce que non, ils sont... C'est pas nous on leur a dit de créer la guerre chez eux. Et c'est pas nous on leur a dit d'applaudir les conneries qu'Assimi et sa bande est en train de faire. Et au moins des conséquences maintenant, il veut que non, on ait pitié d'eux. On n'aura pas pitié de vous. C'est à vous-même d'avoir pitié de vous-même. Des bandes d'analphabètes qui disent souveraineté. Ce sont les avantages de la souveraineté qui sont là. Et il faut que vous assumez. Il n'y a pas de pitié dedans. Il n'y a pas de pitié dedans. Ne venez pas nous embêter. C'est ça aussi qu'il faut qu'on vous dise. Sujet numéro 2. Incivisme routier. Le gouvernement frappe fort. La décision est sûre de tous. À partir du 1er mars 2023, le système du permis à points entrera en vigueur en Côte d'Ivoire, à en croire le ministère des Transports. En attendant cette date, le gouvernement maintient la pression sur le terrain. Le gouvernement a décidé coûte que coûte d'imposer l'ordre et la discipline dans le secteur des transports.
dans le but d'atténuer la problématique des accidents de la route. Ainsi, en attendant l'entrée en vigueur de la mesure qui vise à lutter efficacement contre le non-respect de la réglementation routière et particulièrement contre l'incivisme sur les routes, le ministère des Transports entreprend des actes de répression allant dans le sens du maintien de l'ordre. Pour joindre l'acte à la parole, le sort de plusieurs conducteurs indélicats a été décidé jeudi dernier au 3e étage de la Tour C à Abidjan au Plateau par la commission technique spéciale de retrait et de suspension de permis de conduire avec le retrait du permis de conduire à 41 chauffeurs indélicats et la suspension de 41 permis de conduire. La sanction est tombée après l'audition de 45 chauffeurs interpellés, dont 4 pour conduite en état d'ivresse. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'incivisme routier. Parmi les 41 chauffeurs, 33 ont vu leur permis retiré de manière ferme et 4 pour une durée au-dessus de 10 ans. À en croire la dite commission, les chauffeurs ont failli pour non-respect des feux tricolores, excès de vitesse, état défectueux du véhicule, conduite en état d'ivresse, manœuvre imprudente, défaut de maîtrise, non-respect de la distance de sécurité, non-respect de panneaux et mise en danger d'autrui. Saisissant l'occasion, le président par intérim de la commission technique spéciale de retrait et de suspension de permis de conduire, Kwaku Etienne, a interpellé une fois de plus les conducteurs. La protection de la vie humaine doit être la priorité sur la route, quelle que soit la conduite, a-t-il précisé. Notons qu'au terme de la Semaine nationale de la sécurité routière, toujours dans le cadre de la sensibilisation des conducteurs, il a été enregistré un déploiement de 12 400 agents des forces de l'ordre pour 800 postes stratégiques de veille sur toute l'étendue du territoire national. Au cours de cette période, plus de 300 000 usagers de la route ont été sensibilisés sur le terrain et 17 000 chauffeurs indélicats ont été verbalisés, avec des cas de mise en fourrière. Ce point a été rendu public le dimanche 19 février 2023 par Etienne Kwaku, par ailleurs conseiller technique du ministre des Transports chargé de la coordination des actions de sécurité routière. Il a d'abord rappelé l'esprit de l'opération de sécurité routière qui vise à accentuer les actions pouvant contribuer à réduire le nombre d'accidents sur la route et particulièrement le nombre de tués. Vu la récurrence des accidents et vu leur gravité, le gouvernement a décidé le 7 juillet 2021 de la mise en place d'une stratégie nationale de sécurité routière pour freiner l'hécatombe, a-t-il précisé. La semaine qui s'inscrit dans le cadre du déploiement de la stratégie nationale prévoyait une grande campagne de sensibilisation et une répression lorsque cela s'avérait nécessaire. Il a laissé entendre que les infractions régulièrement constatées ont porté sur le mauvais comportement des automobilistes, notamment le non-respect de la réglementation au niveau de la circulation routière et le manque d'entretien des véhicules automobiles. En termes de bilan, il faut dire qu'il y a eu une adhésion des populations et nous pensons que, de cette manière, nous allons progressivement arriver à juguler le fléau de l'insécurité routière, a fait savoir M. Kwaku, qui s'est d'autant plus réjoui des résultats obtenus. L'objectif essentiel était de sensibiliser à 80% l'ensemble des usagers et 20% de répression. Nous voulons plus éduquer sur les bonnes pratiques routières que de réprimer, a souligné Kwaku Etienne. Il a, pour finir, souhaité une implication effective de toute la population dans le combat contre l'incivisme routier. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire est rentré en action le samedi 18 février 2023 à Assouba, dans la région d'Abouasso, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. C'était en présence du préfet de région du Sud Comoé, Koulibaly Gondo, de la directrice régionale des transports, Menza Adel,
et des acteurs du secteur des transports. Le message de sensibilisation a porté sur la prudence, le respect du code de la route et les documents afférents à l'activité des transports. Par cette campagne, les transporteurs dénoncent tous les comportements humains susceptibles de provoquer des accidents. Très heureux de cette initiative, le préfet de région a exhorté les conducteurs et chauffeurs au respect de la réglementation en vue de réduire les accidents et de professionnaliser le secteur. Il a été soutenu dans ses propos par la représentante du ministre Amadou Kone, ministre des Transports. Madame Menza Adel a surtout promis de perpétuer cette action avec son équipe toutes les premières semaines de chaque mois sur l'étendue sur toute l'année. Ceci, selon elle, va favoriser un changement progressif des comportements sur la route. C'était un article de notre frère Venance Kokora. Et donc, il faut dire que nous saluons déjà les actions mises en place, mais il faudrait que ce soit des actions permanentes dans le temps et sur toute l'étendue du territoire. Et il faudrait que, parce qu'en toute sincérité, il faudrait que ce soit des actions de coercition, des actions répressives qui vont pouvoir marquer les mentalités et des chauffeurs et des populations. Et comme je l'ai dit, il faut encourager nos populations à dénoncer tous les actes d'incivisme à tous les niveaux. Cela aussi pourrait faciliter. Et donc, nous demanderions que le ministère des Transports puisse mettre un numéro vert à la disposition de nos populations afin que, au constat de pratiques peu orthodoxes, l'on puisse appeler ce numéro-là pour dire « Voilà, je suis dans tel bac, mais je suis assis, mais je vois le sol. » Ça veut dire donc un tombeau roulant complètement pourri. Et vous donnez le numéro de matricule tout. Et ça va permettre à nos autorités de cibler le véhicule avec des informations précises. Et déjà, comme tout est presque lié aujourd'hui, on peut appeler directement le propriétaire pour lui dire « Voilà ton véhicule, dans quel état il est. » Et ça, il faut vraiment contraindre, sinon il n'y aura pas de changement. Mais nous saluons quand même tous les efforts qui sont faits. Ce n'est pas peu. Tout ça, ça peut participer à sauver des vies humaines. Sujet numéro 3. Cameroun. L'épouse de Martinez Zogo craint aussi pour sa vie. Et là, si on était en Côte d'Ivoire, on dirait simplement Et donc ça, c'était pour faire dans le comique. Mais comme pour vous dire, vraiment, il faut que Dieu aide le Cameroun. Parce qu'après avoir assassiné Martinez Zogo, dans le cadre d'une conférence de presse, les journalistes ont rencontré à Yaoundé, le lundi 20 février 2023, Maître Calvin Job, l'avocat des ayants droit de Martinez Zogo, journaliste lanceur d'alerte, kidnappé le 17 janvier 2023 et retrouvé mort 5 jours après. Depuis cette tragique disparition qui a ému beaucoup de monde, l'épouse du défunt, Diane Zogo, a été auditionnée pour la première fois ce lundi au secrétariat d'État à la Défense. Par ailleurs, compte tenu de l'insécurité autour de la veuve, son conseil dit avoir demandé en vain au CED. Le CED, c'est le secrétariat d'État à la Défense, et à la DGSN, la Délégation Générale de la Sûreté Nationale, une protection pour Diane Zogo. Dans tous les cas, je n'ai pas des clients qui crient vengeance ou qui disent que la clameur publique indique telle personne ou que telle autre personne soit interpellée. J'ai des gens qui veulent juste que les auteurs de ce crime crapuleux soient identifiés, interpellés et qu'ils soient jugés, a fait savoir Maître Calvin Job. Dans la foulée, il n'a pas manqué de s'insurger contre la récente sortie de son confrère Maître Charles Chungang, avocat de Jean-Pierre Amougou Belinga, présumé commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Quand on voit un tel feu d'artifice de violation du secret de l'enquête, de violation du secret professionnel, on aboutit à la conclusion que quand une défense arrive à cet extrême, c'est qu'elle n'a plus les moyens de se défendre. C'est que juridiquement, elle est coincée à estimer Maître Calvin Job.
Et là, mesdames et messieurs, les Camerounais qui sont si prolixes, qui ont même une diarrhée verbale, quand quelqu'un a mal à la tête en Côte d'Ivoire, c'est eux qui sont les premiers à trouver n'importe quoi à dire. On a vu vos limites. Franklin Nyamsi, on a vu tes limites. Nathalie Yam, on a vu ce que tu vaux. Et tout autre Camerounais, de quelques acabits que ce serait, on a compris que vous êtes des lâches. On a compris que vous êtes des incapables. On a compris que vous êtes des affabulateurs. Voilà un être humain qui aspirait à vivre, mais qui, dans sa vie, qui faisait la justice pour tous les Camerounais. Vous avez démontré que vous ne souteniez pas la vérité. Et à travers Martinez Zobo, vous avez laissé la vérité mourir. Et aujourd'hui, vous êtes devenu aphone, vous êtes devenu muet, vous êtes devenu subitement, vos grosses gueules sont fermées. Et quelle honte pour ce peuple. Soyez courageux comme moi avec les rapports vérité. Ayez le courage de dire la vérité. Vous avez peur que Paul Biya tue vos familles qui sont restées au Cameroun. Vous avez peur que vous ne puissiez plus aller au Cameroun. Et donc, ça veut dire que vous n'avez pas le courage d'assumer. Moi, je critique le gouvernement de la Côte d'Ivoire, bien que je sois un partisan du président Ouattara. C'est ce qu'on appelle l'objectivité. Et cela vous manque. Et vous êtes tellement lâche que vous vous intéressez à des problèmes qui n'auront jamais d'impact sur vous. Même si les Ivoiriens se portaient mal, qu'est-ce que ça gâte dans la vie du Cameroun? Si les Ivoiriens se portent bien, qu'est-ce que ça envoie de plus dans vos vies? Mais par lâcheté et par inconscience, vous évitez de régler vos propres problèmes. Et là, vous vous acharnez sur la Côte d'Ivoire. Et donc, à travers l'affaire Martinez Zobo, qui a été, comme je le disais, il a été d'abord capturé. Depuis le 17 janvier 2022, Martinez Zogo avait déjà dit à certains proches qu'il se sentait suivi et pisté. Et là, il avait dit qu'il craignait fortement pour sa vie. Mais il n'a pas trouvé l'environnement pour être sécurisé. Alassane Ouattara ne tue pas de journalistes. On ne les emprisonne pas. Chacun dit ce qu'il veut. Mais dans votre Cameroun, qu'on appelle le Biyakistan, vous venez de tuer l'espoir même qui est la vérité. Et je crois que vous devrez être fiers de vous-même. Cela montre aussi toute la malhonnêteté même de ce peuple-là. Mais bon, comme on le dit, vous ressemblez fortement à Paul Biya. C'est ce qui est très normal. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre réellement d'un peuple cannibale? D'un peuple qui se nourrit de la chair humaine? Ça, c'est la question que je me pose. Et ça, je le dis, ce n'est pas moi qui le dis. Ça, c'est un peu le cri de guerre de la journée. Vraiment, il faut en appeler à Allah ou à Jéhovah ou à Yahvé ou encore à tout ce que vous voudrez. Mais le Cameroun a vraiment besoin d'Allah ou de Dieu. Parce que le Cameroun, un peuple de cannibales, ça fait vraiment peur. Et je vous le dis, Martinez Zogo, souffrez que je vous donne quelques détails. Quand ils l'ont pris, ils l'ont emmené dans un immeuble de Damougou, Belinga. Et là-bas, il a eu la main attachée derrière, avec le pied attaché. Et là-bas, ils lui ont coupé la langue. Pour ne pas qu'il puisse crier, ils lui ont coupé la langue. Et après, ils lui ont tiré les ongles qu'ils ont enlevés méthodiquement. Et après ça, ils lui ont coupé son sexe. Avant maintenant de le torturer comme il voulait. Maintenant, je me demande, quand vous mangez viande de l'homme chez vous au Cameroun, là, vous avez coupé son devant, sa langue. Est-ce que ce n'est pas pour aller manger? Ce n'est pas moi qui le dis. Ce que je dis, ça peut choquer. Si vous pensez que c'est moi qui le dis, je peux vous donner la preuve de ce que je dis, puisque je n'ai aucunement intérêt à inventer quoi que ce soit. Ce que je dis là, écoutez ici ensemble. La foi de ce que tu fais, que tu sais que tu as conscience de ce que tu es en train de faire. Mais on fait ça avec toute la foi là, même comme les gens savent, ce sont eux qui préparent les... Ils disent, elle dit comme ça que elle, c'est une commerçante de viande de l'homme, de chair humaine. Elle dit, chaque pratique que tu fais là, il faut y mettre la foi. Et elle a mis sa foi
dans la vente de la chair humaine. Les humains. Mais ici, vous pouvez voir, je prépare directement sur place. Je fais tout sur place. Et elle dit qu'elle prépare sur place et elle vend et les gens viennent consommer sur place la viande humaine. Aujourd'hui que ça a commencé, ça... Le monsieur dit que la vente, la commercialisation, l'officialisation et la normalisation même du cannibalisme n'est pas un fait nouveau et que c'est un fait prosaïque, un fait accepté de tous au Cameroun. Ça date depuis très longtemps déjà. Il dit que ça date depuis très longtemps. Des années, personne envoie la personne en prison et après la personne ressort et le commerce continue. Et donc, quand tu es un commerçant de chair humaine au Cameroun, personne ne peut t'envoyer en prison. Et si dans le pire des cas, tu vas en prison, tu ressors et tu peux continuer ton commerce, il n'y aura rien qui va t'empêcher de le faire. Est-ce qu'on se comprend un peu? Ça existe, c'est réel, les gens mangent ça. Même moi-même, si je n'ai jamais mangé la chair humaine, c'est impossible. Même les... Bien découpé. Et donc, le monsieur dit que lui-même, il ne peut pas s'exclure en disant qu'il n'a pas consommé la chair humaine. Parce qu'aujourd'hui, retrouver une viande propre à la consommation humaine, qui soit une viande véritable de mouton, de bœuf ou de poulet, c'est vraiment très rare au Cameroun. Il mélange la chair, il mélange viande de l'homme dedans. Toutes les viandes, il mélange viande de l'homme dedans pour vendre. C'est ce qu'il est en train de dire. Maintenant, la commerçante qui vend et qui prépare pour vendre là, elle est en train, la vidéo est là, vous pouvez suivre. Je ne fais que expliquer un peu. Devant les gens, je pose là sur le foyer à charbon. Voilà ça même, vous pouvez voir comme je tourne sur place. Donc vous voyez, elle dit que si tu veux braiser, viande de l'homme braisée là, elle vend ça aussi. Elle fait ça en même temps et puis tu prends ça en même temps, tu manges. Mais si tu veux avec sauce feuille, elle dit voilà ça. Il faut aller regarder la vidéo. Tu peux, si tu as un modèle de sauce que tu veux, avec sauce feuille, elle dit elle fait ça aussi. Les Camerounais mangent ça, ils aiment ça beaucoup. C'est ce qu'elle est en train de dire. La viande est même dans le... La viande est même dans le... La marmite. La marmite, c'est ici. Alors, c'est comme ça, c'est direct. Je ne peux pas préparer derrière la maison, je prépare sur place. Donc, pour moi, ça ne me gêne pas. Je sais que mes clients savent que je le fais en live. Et donc, elle dit que c'est quelque chose de normal. Elle n'est pas obligée de se cacher. Elle n'est pas obligée de se sentir mal à l'aise. Les clients savent que elle, c'est la viande de l'homme qu'elle vend. Et c'est totalement normal. Et donc, c'est comme Sukuya. Et donc, c'est normal. C'est normal. Il faut le Cameroun. Je n'ai jamais vu ça quelque part. Et ils vont toujours venir manger. Donc, même depuis le jour-là, je prépare toujours. Même comme je n'ai plus préparé la quantité que je prépare souvent. Mais je prépare. Et j'ai confiance qu'on va manger. Et je l'ai toujours dit à ceux qui me crient quand je passe, je dis que vous allez manger pour moi parce que j'en ai confiance en moi-même. Et donc, elle dit qu'elle vend de la très belle chair humaine et qu'elle a tellement confiance, elle met la foi dans son commerce et elle ne vend plus la quantité qu'elle en avait l'habitude, mais toujours est-il que quand même, quand tu veux manger, ou même comme on le dit chez nous, quand tu veux manger, en tout cas, elle est toujours disponible à pouvoir te servir. Et je fais ça en live. Et même si je ne viens même pas vous vendre dans le marché comme je le fais, vous allez venir me trouver sur place et manger. Et donc, elle dit que c'est tellement apprécié ce mets à base de chair humaine au Cameroun que même si elle le fait en live, c'est-à-dire au vu aussi de tout le monde, mais ce qui est encore plus intéressant, même si elle-même reste à la maison là, en tout cas, les gens courent pour aller derrière elle pour manger ça. Et donc, quand on a un tel peuple, il faut complètement désespérer. Et j'attends très bien de voir la gueule de ces Camerounais qui pensent être des philosophes ou qui savent tout. On attend votre gueule pour voir ce que vous allez dire. Mais ce n'est pas tout. Quand on est dirigé par une famille de voleurs, en avril 2022, chers tous, la famille de Paul Biya, ils se sont tellement professionnalisés dans le vol qu'il n'y a plus de honte. Ils ont volé 8 milliards à la résidence de Frank Hertz. Frank Hertz, là, avant que Paul Biya ne rencontre Chantal, là, elle avait eu un enfant. Il s'appelle Frank Hertz. Donc, dans la maison de Frank Hertz, entre le quartier Bastos et le quartier Dragage, ils disent qu'il y a 8 milliards de francs CFA qui ont disparu. Les 8 milliards de francs CFA, là,
c'était en billets d'euros. Euros des blancs là. C'était 13 millions d'euros. Quand ils ont mené l'enquête là, ils ont la direction de la sécurité présidentielle, c'est eux qui ont mené l'enquête. Quand ils ont mené l'enquête là, on dit Paul Biya. Ceux qui ont volé là, ce sont les membres de ta famille. Quand un voleur vole un autre voleur, est-ce que ça on appelle ça vol? C'est de l'argent volé de vous les Camerounais là, que d'autres membres de la famille de Biya ont volé. Et donc, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ces personnes soient interpellées? Comme un voleur n'a jamais condamné un autre voleur, après les conclusions de la DSP, la Direction de la sécurité présidentielle du Cameroun, aucun auteur n'a été interpellé. Et là, il ne faut pas être étonné, parce qu'un voleur ne peut jamais condamner un autre voleur. Et ça aussi, ayez le courage d'évoquer pour dire à Paul Biya de faire sortir votre argent. Ça, ce serait faire œuvre utile aux Camerounais qui en ont désespérément besoin en ces temps de vaches maigres. Sujet numéro 4. Promotion immobilière. La société EICS accusée d'arnaque portant sur 2,5 milliards de francs CFA par 200 souscripteurs. Acheter une maison ou un terrain est assurément une opération très risquée à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Tant de nombreuses promotions immobilières tournent au cauchemar pour des citoyens soucieux de s'offrir un toit ou un terrain à bâtir. C'est certainement cette situation que traversent 200 souscripteurs au projet immobilier porté par l'entreprise ivoirienne de construction et de services, en abrégé EICS. En 10 ans d'existence et avec 2,5 milliards encaissés, la société n'a à ce jour livré aucune villa, encore moins un seul terrain viabilisé à ses clients qui ne savent plus à quel sein se vouer. Toutefois, ceux-ci regroupés au sein d'un collectif lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités compétentes afin qu'elles jettent un regard sur cette affaire dans laquelle des Ivoiriens ont englouti toutes leurs économies. Comment en est-on arrivé à une telle situation? Pour réponse à cette préoccupation, nous avons rencontré le président du collectif des 200 souscripteurs, Koraï Wilfried, dans l'après-midi du 14 janvier 2023. Il nous relate les faits. À en croire celui-ci, tout commence en 2013 quand EICS, Société à revenu limité, a pour actionnaire unique et représentant légal Etienne Aché Hervé, propose aux Ivoiriens la souscription pour l'achat de terrains et maisons sur 3 sites, à savoir Engrais Djibi Extension, terrain en vente sur la route d'Alépé, Engrais 3 Caféier, terrain, villa et appartements en vente à Cocody Engrais Château, et Élysée, appartements et villas en vente dans la zone de Cocody Engrais Château. Selon le président du collectif, l'offre de EICS mentionnait que les souscripteurs devraient verser, suivant un échéancier déterminé, l'intégralité du prix des terrains ou des maisons à EICS, qui en retour devrait leur livrer des terrains viabilisés avec arrêté de concession définitive à céder, ou des maisons une fois les montants soldés et les documents administratifs obtenus. Ainsi, près de 200 souscripteurs y voient une belle opportunité de s'offrir une maison pour certains ou un terrain pour d'autres. Mis en confiance par les agents en plein travaux sur le site concerné, ils effectuent plusieurs versements, soit par virement bancaire, soit à la caisse de la société, un montant équivalent à 2,5 milliards de francs CFA. Mais contre toute attente, et en dépit du fait que, depuis 2018, plusieurs clients se soient acquittés de leurs obligations en payant intégralement le prix des terrains et maisons, d'autres ayant versé près de 60% des montants, c'est le statu quo du côté de l'entreprise immobilière.
Les travaux d'aménagement n'ont soit pas été entamés, soit pas été achevés sur les différents sites. Les travaux de construction des villas et immeubles devant contenir des appartements souscrits n'ont pas été entamés. Aucun terrain et maison n'a été livré jusqu'en mars 2022, alors que le contrat initial prévoyait la livraison des biens après 3 ans, précise le président du collectif des 200 souscripteurs. Pendant ce temps, l'entreprise se porte de plus en plus mal. Plusieurs employés et même des directeurs généraux démissionnent successivement. Ces derniers évoquant une mauvaise gestion des fonds collectés auprès des souscripteurs. En témoigne le courrier de démission en date du 15 mars 2022 de l'ex-DG Barouin Michel Bertin qui évoque l'opacité et le manque de visibilité qui règne dans la gestion des comptes bancaires, dont le PDG Étienne Hervé est le seul signataire. Je ne veux pas m'associer à une escroquerie et une forfaiture de si grande envergure qui s'assimile à une arnaque des temps nouveaux, écrit le DG démissionnaire. En vue de trouver une solution à cette situation qui cause de nombreux désagréments aux souscripteurs en attente de leur maison et terrain, le collectif entame des discussions avec le PDG de EICS, M. Etienne, en mi-mars 2022. Ce dernier leur fait la promesse ferme que les premiers terrains seraient livrés fin avril 2022. Cette date ne sera malheureusement pas tenue, tout comme plusieurs autres délais de livraison de maisons et de terrains fixés par le PDG, à en croire les souscripteurs. Pour ceux-ci, ils ont manifestement été victimes d'arnaques de la part du PDG d'EICS, car aucun engagement n'a été respecté, et ce, malgré plus de 2,5 milliards de francs CFA perçus. Dans un souci d'équilibre de l'information, nous tentons de joindre le PDG Etienne le 15 janvier 2023 pour avoir sa version des faits. Malheureusement, il est injoignable sur ces 2 numéros de téléphone que nous avons pu avoir. Après plusieurs initiatives infructueuses, nous nous rendons le mardi 24 janvier 2023 dans les locaux de l'entreprise 6 à Abidjan, Cocody Angré 7e tranche, non loin du pont Soro. Il est 11 h quand nous arrivons devant le portail fermé. Le vigile posté dans la guérite se charge de recevoir les rares visiteurs. En entrant dans la villa, qui sert de siège à l'entreprise, un silence de cathédrale règne à l'intérieur. L'on s'aperçoit très vite que les locaux sont vides. Aucun personnel, ni au secrétariat, ni dans les bureaux. L'homme qui nous reçoit semble moins informé. Il nous renvoie plutôt vers un cabinet mandaté par le PDG, chargé, dit-il, de vider le contentieux entre la société et ses clients. Nous contactons Nyamien Ephraim, responsable du cabinet international Win Harvard Business Institute, qui ne donnera aucune suite à notre demande d'interview, bien que nous lui ayons, à sa demande, envoyé un message sur WhatsApp pour signifier l'objet. Silence radio jusqu'au 14 février 2023, qu'ensuite à la parution dans la colonne du confrère Soir Info d'un article relatif à cette affaire, 2 personnes, une femme et un homme, nous contactent au téléphone, coup sur coup, pour nous inviter à des échanges dans leurs locaux. Rendez-vous est donc pris pour le lundi 20 février 2023 à 10 h. Sur place, Etienne Adel, se présentant comme chargé de mission du PDG, Kokora Aymar et Borgé Didier, tous les 2 juristes pour le compte de la société immobilière EICS, qui nous reçoivent, sont sur la défensive. Néanmoins, ils tentent de rassurer que tout va bien au sein de l'entreprise, même si elle traverse une période d'arrêt de ses activités du fait de nombreuses malversations commises par certains employés. Les travaux sur les sites ont repris et sont en bonne voie, informe mademoiselle Etienne,
qui indique également que le PDG, qui n'avait pas l'œil sur la gestion de l'entreprise, a repris les choses en main et a, de ce fait, commis le cabinet Win Harvard Business Institute à l'effet de rétablir la base de données des souscripteurs. Lequel cabinet, dont le travail, qui devrait être achevé le 26 février 2023, bénéficie d'une prorogation de 3 mois pour recevoir tous les souscripteurs et refaire la base de données de l'entreprise. Le PDG est prêt à faire des remboursements pour ceux qui le veulent et les autres pourront, s'ils le souhaitent, poursuivre le projet avec l'entreprise, a-t-elle fait savoir. Quant à l'avancement des documents des différents sites, malgré les importantes sommes d'argent déjà encaissées, la chargée de mission du PDG n'en sait rien, mais évoque des lenteurs administratives. Aussi, sur la question de la purge des droits coutumiers sur les sites, elle reste également évasive, tout en annonçant la livraison des premiers terrains d'ici la fin de l'année 2023, ainsi que le lancement des travaux de construction des premières maisons courant l'an 2023. Pour les souscripteurs, les promesses de l'entreprise sont désormais comme du déjà vu et du déjà entendu. Ils disent ne plus accorder du crédit aux déclarations des responsables DECS. En effet, selon le président Koraï Wilfried et les membres du collectif, tout ce que le promoteur immobilier dit ou promet révèle du dilatoire. Le PDG refuse de faire le point complet de l'état d'avancement des travaux et des documents administratifs des différents sites malgré les nombreuses demandes de collectifs. Pis encore, il ne décroche plus les appels du bureau du collectif. Nous sommes dans une impasse depuis mars 2022, a-t-il déploré. Face à cet état de fait, les souscripteurs ont décidé de saisir la justice afin d'entrer dans leurs droits. Nous avons porté plainte et avons engagé des démarches auprès du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, déclare le président du collectif, non sans lancer un appel à l'endroit des autorités ivoiriennes. Nous appelons le gouvernement et les autorités compétentes à l'aide afin de sauver des pauvres citoyens qui ont investi toutes leurs économies. Cette affaire, à n'en point douter, n'est que la face visible de l'iceberg dans ce secteur des promotions immobilières qui ont poussé ces dernières années en Côte d'Ivoire avec la forte pression démographique et le déficit de logement. Combien d'Ivoiriens se retrouvent-ils dans le même cas que les souscripteurs de EICS avec d'autres entreprises? Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Bruno Koné, qui a déclaré le 26 janvier 2023 que sur 141 programmes immobiliers contrôlés en 2022, 122, c'est-à-dire 84%, ne sont même pas autorisés, devrait aller plus loin en prenant des mesures idoines afin d'éviter que des citoyens ne soient victimes de promoteurs qui leur vendent du vent. Nous y reviendrons. C'était un article de notre frère Sébastien Lévry. Et là, nous allons nous arrêter un peu pour dire que c'est extrêmement malheureux quand on constate que c'est le fruit de toute une vie que certains viennent prendre et s'amusent. Ça fait vraiment mal. Mais cela n'est pas étonnant, puisque au niveau même du ministère de la Construction, les programmes immobiliers même, là où le gouvernement est lui-même incapable de tenir parole pour honorer ses engagements vis-à-vis des souscripteurs des différents programmes immobiliers, j'ai dit que c'est l'incapacité du gouvernement à respecter sa parole qui a aussi permis que ces sociétés fantoches puissent naître et faire la même chose que le gouvernement a fait. Comment me diriez-vous? Sur quel modèle se sont-ils inspirés si ce n'est que le même modèle du gouvernement ivoirien qui a collecté l'argent des Ivoiriens, qui nous dit-on les aurait mis dans un fonds séquestre, mais qui n'a jamais pu donner les maisons, qui n'a jamais pu trouver les terrains et c'est resté comme ça. Comment Bruno peut nous dire que sur plus de 100 combien de sociétés, sur 122 sociétés, sur 141 sociétés, pardon,
comment on appelle, les programmes immobiliers là. Il dit sur 141 programmes immobiliers là, il y a 122 là, ce sont des faux programmes. Et donc ça veut dire quoi? Que 84% des sociétés immobilières ou des compagnies immobilières, je ne sais pas comment on les appelle, sont dans le faux. Mais comment se fait-il que lui sait qu'ils sont dans le faux, mais lui n'a jamais pris de mesures pour les empêcher de travailler? Cela prouve simplement qu'il y a une complicité. Et M. Bruno connaît. Si on doit parler, ce n'est pas bon. Faites beaucoup attention. Bruno connaît, faites beaucoup attention. Parce que on connaissait le ministère de la Construction comme étant un secteur de forte corruption. Mais vous-même avez contribué à rendre le secteur encore plus dangereux. Et les exemples sont légion. Et tout dernièrement, ne me faites pas dire certaines choses. Le géomètre, les 3 ou 2 maisons qui sont tombées actuellement, les immeubles là, le géomètre là, comment il s'appelle? Là, tu vas savoir de quoi je parle. Le géomètre là, il s'appelle comment? Si on dit son nom là, tout près n'est pas loin. Moi, je m'arrête là. Faites beaucoup attention. Normalement, dans le gouvernement à venir, vous devrez être enlevé. Bruno connaît. Normalement, dans le gouvernement, s'il y a remaniement en avril, là, normalement, toi, on va t'enlever. Toi-même, tu sais. À cause de toi, tu as mis la conscience des hommes morts sur Alassane Ouattara. Parce que c'est Alassane Ouattara qui t'a nommé. Mais depuis que tu es là, j'ai cité, depuis 2019, les maisons ne font que tomber. Les maisons ne font que tomber. Mais il y a tout un réseau de corruption depuis le ministère où quand tu refuses de prendre l'architecte que te montre là, ça devient un problème. Maintenant, c'est votre architecte là, les maisons qui sont tombées là, c'est votre architecte que vous présentez aux gens. C'est lui qui a fait tomber les maisons. On en fait comment maintenant? Donc c'est vous, le ministère, qui êtes les premiers responsables de ces morts et de ces pratiques. Et donc c'est à la fois triste et très désolant que vous soyez reconduits. Et ça, il ne faut pas se mentir, c'est sur la base du népotisme, parce que vous avez marié la nièce du président. C'est le seul mérite qui vous maintient au pouvoir et à ce ministère-là. Sinon, comment on peut comprendre? Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, quand on compte le nombre de morts, c'est énorme. Et ça, il n'y a pas de tremblement de terre en Côte d'Ivoire. Et ça, il n'y a pas eu de cataclysme en Côte d'Ivoire. Comment se fait-il que la succession des... Ça veut dire qu'au niveau même du ministère, vous ne contrôlez rien. Le matériel, les gens font n'importe quoi. Au niveau des terrains, il n'y a rien à faire. Comment on peut comprendre qu'un terrain qui est viabilisé, pour signer l'ACD là, ça prend au moins 10 000 ans. Mais quand on dit un terrain viabilisé là, ça veut dire l'ensemble du terrain même est déjà reconnu au ministère. Mais le morcellement qui est fait là, une fois qu'on voit qu'il n'y a pas de problème là, est-ce que le ACD ça doit prendre 10 000 ans? Normalement, on peut signer le ACD en 1 semaine. Normalement, quelqu'un qui fait le ACD, si on veut vraiment se mettre au travail et si on veut être honnête, on n'a qu'à faire les vérifications simples et dire bon, c'est fini, on signe, on donne. Mais tout ça là, vous avez créé des systèmes de corruption à chaque niveau. Il faut que les gens se saignent à blanc. Mais quand c'est comme ça, tellement vous êtes dans la corruption, vous ne prenez même pas le temps de regarder les éléments que les gens utilisent, que les compagnies sur place fabriquent, le faux fer qui est utilisé, la qualité du ciment qui est utilisé, la qualité des matériaux utilisés. C'est tout ça qui fait que les maisons tombent. Sinon, avant toi, il y a eu des ministres de la construction. Et après toi, il y en aura. Mais il n'y a jamais eu un ministre qui a connu autant de désastres et autant de meurtres d'Ivoiriens que sous ta gouvernance en tant que ministre de la construction. Et normalement, si les Ivoiriens étaient un peuple qui tenait à leur propre vie, on aurait fait des mouvements pour exiger que tu démissionnes. Si le président même ne te tenait pas à cause du fait que tu es peut-être son gendre, normalement toi-même tu sais que tu ne serais plus là. Mais comme le népotisme fait ses effets en Côte d'Ivoire et partout en Afrique, on va toujours essayer de voir. Mais en tout cas pour nous autres, on aura dit la vérité, on aura dit ce qui est bon pour les Ivoiriens, quitte à vous d'accepter ou de ne pas accepter. Mais sachez que vous avez mis
sur la conscience du président Alassane Ouattara l'ensemble des Ivoiriens qui sont morts par votre faute et par la faute de votre ministère, par incapacité. Sujet numéro 5. L'Afrique face à l'handicap des souverainetés nationales. Pour les esprits exigeants, dans la rigueur de leurs analyses, il n'est pas juste systématiquement de tout condamner ou de tout critiquer de la gestion des pays africains. Il est cependant plus crédible de proposer des solutions qui incarnent une espérance et non une illusion. Le monde de ce 21e siècle n'a pas son équivalent dans l'histoire humaine. Il est porteur de bouleversements technologiques sans précédent qui affecteront nos façons de penser, d'étudier, de se soigner, de s'habiller, de se nourrir, de se déplacer, de se défendre. Aujourd'hui, dans un monde globalisé, la souveraineté des pays est un concept périmé qui doit être révisé à la lumière des changements, des bouleversements en cours et de la nécessaire intégration dans l'économie mondiale, y compris par les institutions, puisque les notions d'État, de nation et les relations entre gouvernants et gouvernés ne traduisent plus un consensus sur l'avenir et les intérêts des peuples. Le non-partage d'une partie des souverainetés nationales empêche aujourd'hui l'édification d'une Union africaine capable d'assurer pour tous la prospérité, la démocratie, la sécurité et le respect des droits humains. La réalisation d'une telle union sera un contre-pouvoir indispensable qui limitera les éventuels excès néfastes des pouvoirs nationaux et qui ira dans le sens de la sagesse africaine. De quel partage de souveraineté s'agit-il? Dans le cas du partage de souveraineté souhaité, l'Union africaine ne décidera pas toute seule, mais via ses États membres qui accepteront de mettre en commun leur pouvoir de décision dans certains domaines spécifiques qu'ils auront ciblés. Il n'y a donc pas lieu d'avoir des inquiétudes infondées. Les actions de l'Union africaine seront, sans nul doute, plus efficaces que celles des États pris individuellement dans les domaines relatifs à l'Union douanière continentale, aux règles de concurrence, à la protection des ressources halieutiques, aux conclusions de certains accords internationaux avec de grandes nations ou grands ensembles, à la politique monétaire si la monnaie africaine est créée. L'Union africaine devrait avoir un partage de compétences avec les États dans certains domaines comme la santé publique, la politique sociale, les libertés individuelles, la justice, la sécurité, la protection des consommateurs. Faisons le constat. Depuis les indépendances des pays africains, des générations de dirigeants, d'acteurs économiques, de travailleurs, de syndicalistes, d'intellectuels ont essayé collectivement, sans franc succès, de relever les défis du développement d'un continent qui a subi durant des siècles ce qu'aucun autre n'a enduré. Je veux dire l'esclavage, l'humiliation et le pillage des ressources. L'Afrique a connu des révolutions sanglantes, des guerres civiles meurtrières, les ravages des idéologies importées, les dictatures, les désastres de la corruption et le mépris du droit. Les générations actuelles d'Africains, totalement ouvertes sur le monde via les réseaux sociaux, ne veulent plus de statu quo, exigent plus de liberté et de démocratie, rejettent les dictatures, les violations des droits humains, l'injustice, la corruption et le pillage des biens publics. Elles savent qu'elles sont les seuls maîtres du développement de l'Afrique, qu'il est suicidaire de compter sur les autres pour leur trouver des solutions à leurs difficultés, que le statu quo, le bon sens
Et les expériences du passé ont montré leurs limites, voire leurs échecs. Que la recherche d'une voie d'espérance s'impose à tous. Les générations passées des dirigeants, dans leur recherche des voies du salut, ont fait ce qu'elles ont pu et surtout ont réussi à faire éviter à la plupart des pays africains de sombrer dans le chaos et la désolation malgré la multitude de menaces et la faiblesse de leurs moyens pour y faire face. La voie de l'Union africaine s'impose. L'Union africaine apparaît comme la meilleure voie pour préserver la pérennité de l'autonomie et la protection de la diversité des pays africains. La promotion du développement économique et social en encourageant les investissements, le commerce intra-africain, la libre circulation des personnes et des biens et en accordant les politiques économiques. En coordonnant les politiques économiques. Le renforcement de la coopération et de l'intégration entre les pays africains. La coordination et la réponse aux défis actuels tels que la pauvreté, la sécurité alimentaire, le coût de l'énergie, la santé, l'éducation, le numérique, les industries de transformation, les infrastructures et le changement climatique. Le renforcement de la voix de l'Afrique sur la scène internationale pour une meilleure défense des intérêts communs. L'amélioration de la sécurité collective en facilitant la résolution des crises. Le renforcement du droit, de la justice, des libertés individuelles et de la démocratie sur le continent. La création de marchés financiers africains et d'une monnaie commune pour asseoir les fondements du développement économique. Les opinions africaines se doivent de se mobiliser à travers leurs structures politiques pour faire accepter dans chaque pays l'abandon d'une partie de sa souveraineté au profit de la souveraineté de tous, c'est-à-dire de la souveraineté collective qu'incarnera la future Union africaine. Les rôles et poids des opinions publiques, des médias, des intellectuels sont importants, puisqu'il n'est pas pertinent de laisser aux dirigeants africains le soin de limiter eux-mêmes leur pouvoir ou de créer des contre-pouvoirs qu'ils ne peuvent contrôler ou distribuer. Le non-partage des souverainetés nationales, un handicap pour le développement de l'Afrique. Le non-partage des souverainetés nationales des pays africains constitue un obstacle au développement même de l'Afrique. En effet, il limite ses capacités à collaborer profitablement avec d'autres grandes nations, grands ensembles ou organisations et à tirer parti des avantages de la mondialisation. Cette souveraineté individuelle est un facteur d'isolement économique, politique et technologique qui entrave l'émergence de l'Afrique. Elle peut également être le prétexte de certains dirigeants pour justifier des politiques inefficaces, corrompues ou discriminatoires, pouvant entraîner le développement économique d'un pays et lui créer une instabilité politique. Les peuples africains sont devant un arbitrage entre une situation actuelle de difficulté permanente pour chaque pays pris individuellement et un avenir de prospérité collective pour tous. Il n'y a pas de raison valable d'avoir peur d'une Union africaine ou même d'États fédérés. La forme de gouvernance de la future Union africaine pourrait être à l'image de celle de l'Union européenne ou, plus encore, d'États fédérés comme le Brésil, les États-Unis, le Canada, l'Australie, l'Allemagne, la Suisse, la Russie, l'Argentine, l'Inde, le Pakistan, la Malaisie, le Népal, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie. Pour plusieurs de ces pays, le fédéralisme a permis de réduire efficacement les contestations internes, les tensions sociales, les conflits ou revendications communautaires ou ethniques, en offrant une meilleure représentation des différents groupes, une certaine autonomie à leur région ou État. Le fédéralisme favorise également le développement économique en permettant
une plus grande flexibilité fiscale et réglementaire au niveau régional au profit de l'investissement et de la croissance, ainsi qu'une meilleure prise en compte des spécificités locales, des défis et des opportunités pour le développement économique. Les gouvernements régionaux peuvent ainsi concevoir des politiques de développement qui répondent aux besoins locaux. Dans les pays subventionnés, le fédéralisme a contribué au renforcement de la démocratie en créant des institutions politiques et des processus électoraux plus décentralisés. Il ne devrait donc pas s'agir pour les Africains d'une peur de l'inconnu, puisque de nombreuses formes d'union existent sur tous les continents et ont été porteuses de paix, de prospérité, de démocratie et de justice sociale. Les Africains se doivent donc de lever les écrans des préjugés qui, depuis la colonisation, les séparent pour que l'avenir de leur génération future ne soit pas l'image peu reluisante du présent de celle actuelle. C'était un article de M. Ould Amar Yahya, économiste banquier financier. Très bel article qui, dans le fond, nous parle simplement d'une véritable union africaine et touche tous les points. Et nous défendons et nous sommes complètement d'accord avec ce qu'il dit. Nos particularités individuelles ne peuvent pas constituer une force pour l'Afrique. Chaque pays a des avantages comme des faiblesses. Mais en nous mettant ensemble, cela devient plus facile de devenir plus fort. Et cela devient une raison de laisser tomber nos défauts ou la majeure partie de nos défauts. Exemple, si nous avons une armée fédérale africaine aujourd'hui, qui peut faire coup d'État? Je ne crois pas. Que quel que soit le pouvoir d'une bande armée, qu'elle puisse se lever un matin pour dire non, on a fait un coup d'État ici. Et c'est pourquoi vous verrez des micro-États comme le Burkina, le Mali et autres, chaque semaine, il y a un nouveau coup d'État pour des raisons farfelues. Ça, c'était au plan militaire. Si on a une armée continentale, est-ce qu'on pourra encore avoir des crises de tensions internes? Je ne crois pas. Au niveau économique, si on développe le commerce intra-africain entre les 54 pays africains, est-ce que ce ne serait pas mieux que d'aller donner des milliards aux autres États qui sont extérieurs à l'Afrique, alors que sur le continent, au lieu d'aller importer du riz en Taïwan, est-ce qu'on ne pouvait pas créer une politique continentale pour produire le riz en masse, pour que les États où le riz peut pousser et on peut l'avoir facilement, se consacrent à la production du riz? Les exemples sont en face de nous. C'est un manque de volonté. Effectivement, l'article est très important, mais ce qui fait que ça ne marche pas, c'est la volonté même des hommes politiques. C'est la volonté des hommes politiques parce que chacun veut être le président d'un pays pour se sentir à l'aise. Et tant qu'on ne mettra pas l'avantage de la collectivité, l'avantage de chacun et de chacune des filles et des fils de l'Afrique en perspective, et que l'on regarderait seulement nos intérêts égoïstes d'un petit pays, j'en suis le président, l'Afrique ne s'en sortira jamais, quelles que soient les bonnes recommandations qu'on donnerait. Je suis entièrement d'accord avec ce que M. Ould Amar a dit, et nos dirigeants le savent, mais très peu ont de la volonté, parce qu'en le faisant, eux ils vont se diluer dans cet ensemble-là, et ils risquent de ne plus être ce qu'ils sont, des petits dictateurs locaux dans leur pays. Voilà les vrais problèmes qui empêchent cette véritable union. Et au niveau même de l'Union africaine, cette union-là, il va falloir qu'elle se redéfinisse pour nous dire quel est le rôle et l'effet qu'elle a véritablement sur nos différents dirigeants. Parce que si c'est dans le formel pour dire on a pris des décisions qui ne seront jamais appliquées, c'est que cette union ne sert à rien, c'est une perte de temps. Quand allons-nous créer une carte, sinon un passeport africain, pour essayer de rapprocher les peuples africains? C'est tout ça. Il faut du concret pour en arriver à là. Il ne faut pas s'accrocher à un passé ou dire non, 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 l'Afrique d'avant c'était comme ça. Il faut vivre les réalités de notre monde et corriger les erreurs de ce monde-là pour que les générations à venir aient très peu à faire. Sinon,
puisse partir de là où nous nous sommes limités pour pouvoir s'améliorer. Mais si nous ne faisons rien, on ne fait que différer un malheur qui va se faire plus pressant sur les générations à venir. Sujet numéro 6, c'est un texte d'éclaireur pro-vérité. 2023 sera l'échantillon des élections présidentielles en 2025. Est-il encore nécessaire de s'étonner des mauvaises pratiques de l'opposition ivoirienne? Nous sommes effectivement en février 2023. Et ce sera peu de dire que ces personnes foncièrement médiocres et maléfiques vont bientôt s'illustrer dans ce qu'elles savent faire le mieux: l'apologie de la violence et surtout la manipulation des populations à travers des divisions à caractère tribal, religieuses ou encore de quelque manière que ce soit. Nos opposants ne comptent point changer de stratégie puisqu'ils s'en sortent toujours à bon compte sans jamais être inquiétés par la justice. Il suffit de brandir la carte d'une soi-disant réconciliation et le tour est joué. De toute façon, ni les enfants de ces politiciens, encore moins leurs épouses, leurs proches parents, ne figureront dans les décomptes macabres. Pour eux, toutes les personnes qui vont mourir serviront de sacrifice expiatoire afin que eux, nos politiciens de merde, assouvissent leurs pulsions à la fois égoïstes et sanguinaires. Très bientôt, ces kidams de mauvais goût vont crier à la supercherie. Puis s'ensuivront leur mobilisation insurrectionnelle à caractère djihadiste. Des brigands et autres caïds de la nation seront loués pour massacrer injustement ceux qui ne sont pas d'avis avec ces pseudo-opposants. Puneux brûlés ça et là, rue barricadée. Ensuite viendra le côté palpitant où chacun spéculera sur le nombre des humains qui auront été massacrés. Vu que c'est déjà leur souhait, nos opposants feront tout pour donner des chiffres apocalyptiques afin de salir l'image du parti au pouvoir devant la communauté dite internationale. En vérité, les jours à venir s'annonceront difficiles, quelle que soit la bonne foi des tenants du pouvoir. L'habitude, c'est qu'il faut toujours des morts et des drames en période électorale pour que le monde entier sache que chez nous, ici en Côte d'Ivoire, c'est la chèvre qui s'obstine à dévorer le tigre. Pendant ce temps, en complicité avec des pseudo-organisations comme la FIDOP de Boga Sako, on forcera le lion à manger du maïs. Ne me demandez point comment cela se peut. Mais la tâche nauséabonde de nos apprentis lucifériens ne s'arrêtera pas après les élections de 2023. Après une petite rencontre de, nous dit-on, dialogue politique, on fera vite d'oublier les morts et les drames et on passera à autre chose. Dans des localités où ils auront été élus, instructions leur seront données de détruire les registres de naissance afin de compliquer le travail aux citoyens soupçonnés d'être favorables au RHDP. Beaucoup de registres de naissance
vont ainsi disparaître ou vont connaître des pages manquantes. Quelque temps après, cette même opposition va exiger un audit du fichier électoral en 2024 avec une commission indépendante internationale, comme si notre pays était sous une quelconque tutelle par cause d'incapacité. Au regard de tout ce qui précède, il sera primordial pour le RHDP d'anticiper sur les événements. Seule la proactivité permettra de neutraliser tous les plans lugubres de cette bande de malfaiteurs sans projet de vie, qui n'aspirent en réalité qu'à être à la tête du pays pour se la couler douce et surtout faire la fanfaronnade. C'est en ce sens que la nouvelle nomenclature du RHDP, mise en place, doit tenir compte des réalités du terrain et surtout s'éloigner du déni de la réalité et éviter de servir les mauvais candidats pour encore augmenter le coût des populations. Il faudrait que le RHDP, dans sa nouvelle restructuration, prenne soin de minimiser au maximum les frictions et les incompréhensions internes dans nos différentes localités en faisant les choix qui conviennent à la majorité. Ensuite, il faudra cibler les personnes ressources qui ont véritablement des rapports sains et cordiaux avec nos bases militantes. Et enfin, il faut être à même de matérialiser ces potentiels militants en de véritables électeurs, c'est-à-dire des voix concrètes durant les échéances électorales en 2023 et 2025. En attendant la période fatidique des élections municipales en 2023 et celle d'octobre 2025 pour la présidentielle, n'oublions pas que le vrai objectif des opposants toxiques ivoiriens demeure et reste la prise du pouvoir par moyen de coup d'État, puisque c'est la mode en ce moment dans la zone ouest africaine. J'ai même entendu dire, si les autres du Sahélistan ont reçu leur coup d'État, la Côte d'Ivoire serait le prochain, car leurs amis russes leur viendraient assurément en aide. Pour atteindre ce dessein honteux, nos opposants comptent résolument sur un certain Tieni Banani qui a encore démontré qu'il est nuisible et qu'il ne se détachera jamais de la violence armée puisque c'est l'unique solution, selon lui, même encore en cette année 2022 et dans les années à venir, si Dieu nous l'accorde, pour pouvoir mettre à mal la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, nos opposants peuvent bien s'attacher. Les services des bandes armées et les groupes de narcotrafiquants installés au Mali et au Burkina pour essayer, avec la bénédiction russe, de mettre davantage de pression sur la Côte d'Ivoire. 2023, 2024, 2025 seront des années durant lesquelles il nous faut peu dormir. C'était un texte d'éclaireur pro-vérité. Mesdames et messieurs, nous avons complètement fini les présentations du jour et vous allez permettre que nous lisions, sinon que nous vous fassions écouter la dernière partie qui est un texte de Sundiata le Conquérant. Et donc, on va écouter ce texte qui sera aussi la fin même de l'émission. Et je vous dis merci de nous avoir suivis. Très certainement demain, le 23 février 2024, vous aurez encore une série d'analyses d'éclaireurs pro-vérité.
On écoute ici Sundiata le Conquérant. Bonjour ou bonsoir à tous. Alors, c'est un honneur pour moi de prendre la parole à nouveau. Aujourd'hui, nous allons aborder un seul sujet, la question de l'endettement. Voilà, nous allons parler de l'endettement de façon générale en Afrique et faire une comparaison avec le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire et tirer une conclusion. Et comme nous sommes sur un sujet économique, il est important d'aller avec les chiffres et les faits pour la manifestation de la vérité. Tout d'abord, nous allons vous donner le top 10 des pays africains les plus endettés en termes de taux d'endettement. Et ces données sont source Fonds monétaire international d'avril 2021. Pour rappel, le taux d'endettement, c'est le rapport de la dette publique et du produit intérieur brut du pays en question. Alors ici, nous avons premier pays, Érythrée, taux d'endettement 184,7%. Deuxième, Cap-Vert, taux d'endettement 139%. Troisième, Angola, taux d'endettement 127,1%. Quatrième, Mozambique, taux d'endettement 122,2%. Cinquième, Zambie, taux d'endettement 117,8%. Sixième, République du Congo, taux d'endettement 101,7%. Septième, Seychelles, taux d'endettement 98,4%. Huitième, Zimbabwe, taux d'endettement 88,9%. Neuvième, Maurice, taux d'endettement 87,8%. Dixième, Sao Tomé et Principe, taux d'endettement 81,4%. Alors, vous aurez remarqué de vous-même, parmi ces 10 pays, la Côte d'Ivoire n'y figure pas. Ça, ce sont les chiffres source Fonds monétaire international avril 2021 des pays africains les plus endettés. Et le classement est fait selon le taux d'endettement. Le taux d'endettement, je rappelle, vous prenez le montant de la dette, vous le divisez par le produit intérieur brut du pays et c'est ce rapport que vous multipliez par 100 pour trouver le taux d'endettement en termes de pourcentage. Donc ça, c'était les 10 pays africains les plus endettés. Maintenant, je vous donne un autre classement. Celui-ci, c'est le top 10 des pays africains les plus endettés vis-à-vis de l'extérieur. Et le classement s'est fait en montant, pas en pourcentage cette fois-ci, en montant de la dette extérieure en milliards de dollars. Donc vous avez, premier, Afrique du Sud, 170
1,015 milliards de dollars. Deuxième, Égypte, 143,25 milliards de dollars. Troisième, Nigeria, 76,21 milliards de dollars. Quatrième, Angola, 67,28 milliards de dollars. Cinquième, Maroc, 65,41 milliards de dollars. Sixième, Mozambique, 62,82 milliards de dollars. Septième, Tunisie, 41,61 milliards de dollars. Huitième, Kenya, 41,20 milliards de dollars. Neuvième, Ghana, 36,18 milliards de dollars. Dixième, Éthiopie, 30,02 milliards de dollars. Alors, vous aurez remarqué encore que la Côte d'Ivoire n'y figure pas dans ce top 10. Et ces chiffres sont source Banque mondiale. Il faut que nous soyons suffisamment clairs. Ça veut dire quoi? Si on prend les 10 pays africains les plus endettés vis-à-vis de l'extérieur, et cette dette-là se chiffre en milliards de dollars, je vous donne les 10 pays. Ce sont les 10 pays que je viens de citer, du premier jusqu'au 10e. Vous aurez bien remarqué que la Côte d'Ivoire n'y figure pas. Et encore, à titre d'interprétation, les gars ou bien des opposants sans intelligence qui à tout moment brandissent le Ghana comme un modèle économique, vous allez remarquer ici que le Ghana doit 36,18 milliards de dollars à l'extérieur. Ça, c'est en milliards de dollars. Hein. Si vous voulez avoir les chiffres en francs CFA, en ce moment, 1 dollar tourne autour de 620 francs CFA. Prenez les mêmes chiffres, vous les multipliez par 620 francs, vous allez trouver les différents chiffres en milliards de francs CFA. Voilà, mais nous n'allons pas nous fatiguer pour faire ces calculs. Ceci pour dire quoi? Que malgré ce qui s'est dit, malgré le fait que des gens, ils tentent de faire croire certaines choses à travers des explications machiavéliques, il reste très clair que la Côte d'Ivoire n'est pas surendettée. La Côte d'Ivoire n'est pas surendettée du tout. Dans le premier classement des pays les plus endettés, lequel classement est fait selon le taux d'endettement, la Côte d'Ivoire n'y figure pas. Dans le deuxième classement des pays les plus endettés vis-à-vis de l'extérieur, et la dette se chiffre en milliards de dollars, la Côte d'Ivoire n'y figure pas non plus. Je vais prendre le troisième et le dernier classement. Dans le troisième et le dernier classement, il s'agit de l'état de la dette publique africaine en 2021, source au Fonds monétaire international. Je vais vous donner ici le classement de tous les pays africains selon leur taux d'endettement respectif.
Et ce classement, il part du pays le moins endetté au pays le plus endetté selon le taux d'endettement des pays africains. Je le rappelle, si vous voulez calculer le taux d'endettement d'un pays, vous prenez la dette publique de ce pays. Vous la divisez par le produit intérieur brut de ce pays, c'est-à-dire l'ensemble de la richesse de ce pays. Et c'est ce rapport que vous multipliez par 100 pour trouver le taux d'endettement en pourcentage. Il faut que nous soyons suffisamment clairs là-dessus. Donc nous partons du pays le moins endetté au pays le plus endetté. Donc c'est-à-dire le pays ayant le taux d'endettement le plus faible au pays ayant le taux d'endettement le plus élevé. Et nous allons citer ici les taux d'endettement de tous les pays africains pour que cela soit suffisamment clair pour tout le monde. Les uns et les autres comprendront. République démocratique du Congo, 12%. Botswana, 25%. Comores, 30%. Nigeria, 32%. Tanzanie, 38%. Djibouti, 40%. Guinée, 42%. République centrafricaine, 42%. Tchad, 42%. Cameroun, 43%. Guinée équatoriale, 44%. Niger, 45% plutôt. Niger, 45%. Côte d'Ivoire, 46%. Mali, 46%. Burkina Faso, 47%. Madagascar, 47%. Soudan du Sud, 47%. Bénin, 48%. Ouganda, 49%. Lesotho, 50%. Zimbabwe, 51%. Eswatini, 53%. Éthiopie, 56%. Mauritanie, 56%. Libéria, 57%. Togo, 60%. Algérie, 63%. Rwanda, 66%. Sénégal, 67%. Sierra Leone, 70%. Gabon, 71%. Namibie, 71%. Kenya, 72%. Sao Tomé et Principe, 72%. Gambie, 74%. Burundi, 76%. Malawi, 77%. Maroc, 77%. Guinée-Bissau, 78%. Afrique du Sud, 81%. Ghana, 82%. Maurice, 88%. Congo, 91%. Tunisie, 91%. Égypte, 93%. Seychelles, 110%. Angola, 111%. Zambie, 119%. Mozambique, 125%. Cap-Vert, 138%. Érythrée, 176%. Soudan, 212%. La Libye et la Somalie ont été non classées pour la simple raison que il y a des crises dans ce pays. Donc, du coup, les gens, les experts en la question n'ont pas les éléments sur eux pour pouvoir évaluer. Parce que je vous rappelle, ces évaluations ne se font pas de façon hasardeuse. Ces évaluations tiennent compte de certains mécanismes bien précis. Donc, ce sont des études statistiques assez approfondies que les gens mènent avant de sortir de tels chiffres. Vous aurez remarqué de vous-même, la Côte d'Ivoire, malgré ce qu'on dit, n'est pas un pays qui est très endetté.
La Côte d'Ivoire ne figure même pas parmi les 20 pays africains les plus endettés. Non. Quand on fait le classement du pays le moins endetté au pays le plus endetté, la Côte d'Ivoire n'est que à la 14e place sur plus de 50 États. Voilà ce qu'aussi il faut préciser. Donc, en la matière, la Côte d'Ivoire n'est pas surendettée. La Côte d'Ivoire n'a pas de problème de dette publique. Non. Le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire, il est maîtrisé. Donc, tout ce que les opposants peuvent avoir à dire, c'est juste pour abrutir certaines populations afin d'en tirer des dividendes machiavéliques. C'est assez simple à comprendre. À l'heure où même nous parlons, jusqu'en fin juin 2022, la dette publique de la Côte d'Ivoire était de 50,1%. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas surendettée. Et en la matière, les normes au sein de la CEDEAO et l'UEMOA sont connues. C'est lorsque le taux d'endettement excède les 70% qu'on peut commencer à s'inquiéter. Mais la Côte d'Ivoire n'est que, en ce moment où nous parlons, à 50%. Entre 50 et 51% de son taux d'endettement. Et vous allez voir, je vous ai dit, ce sont des études approfondies que les gens mènent avant de sortir les chiffres. Donc, à l'heure où nous parlons, nous sommes encore dans le premier trimestre de 2023. Les données statistiques sur l'état de la dette publique africaine en 2022 ne sont certainement pas encore disponibles parce que les gens vont prendre le temps de faire leurs calculs avant de mettre les données à disposition. Mais les gens vont nous mettre les données à disposition dans les mois à venir. Ce n'est même pas l'objet d'un doute ou bien d'un débat. La Côte d'Ivoire n'est pas surendettée. La Côte d'Ivoire peut même continuer à emprunter pour financer ses projets de développement et créer des emplois. Le plus important, c'est d'assainir la gestion publique et d'utiliser les prêts à bon escient pour construire les pays, pour construire des industries, pour créer des emplois, pour réduire les inégalités et la pauvreté. Voilà ce qui est demandé. Donc nous voulons en appeler à une prise de conscience collective aux populations de ne pas se laisser influencer ou instrumentaliser par des bouffons comme Katina ou bien par des gens qui ne connaissent absolument rien du tout de la gestion de la chose publique. Parce que dans ce pays, nous nous connaissons tous en détail. Nous les avons vus à l'œuvre ici. Nous avons vu Laurent Gbagbo et sa clique à l'œuvre. Nous avons vu Konan Bédié et sa clique à l'œuvre. Nous n'avons de leçons à recevoir de personne d'entre eux. En termes de gestion de la chose publique, s'il faut les noter, moi je donne 0 sur 20. Je donne 0 sur 20 à Bédié, je donne 0 sur 20 à Laurent Gbagbo. Donc nous n'avons pas de leçons à recevoir d'eux. La Côte d'Ivoire avance très bien. La Côte d'Ivoire est en train de se construire. Le taux d'endettement, il est maîtrisé. Les salaires des fonctionnaires ont augmenté. Le revenu de beaucoup de travailleurs s'est amélioré. Donc, il n'y a pas péril en la demeure. Et l'inflation est maîtrisée en Côte d'Ivoire comparativement à beaucoup d'autres pays dans le monde. Oui, nous allons le dire. Nous pouvons taper poitrine aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour dire
que le taux d'inflation, il est maîtrisé comparativement au taux d'inflation des pays de l'Europe, du Canada, des États-Unis et même comparativement à plusieurs autres pays africains. Nous pouvons le dire la tête très haute parce que ceci est une réalité. Donc nous encourageons les Ivoiriens à continuer à soutenir le président Alassane Ouattara parce qu'il y a un deuxième miracle ivoirien à l'horizon. Portez-vous bien. Excellente émission à tout le monde. Merci mesdames et messieurs, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous vous disons merci infiniment. Merci à Souniata le Conquérant qui nous a donné ce cours magistral. Et je vous dis, s'il plaît à Dieu, à nous retrouver le 23 février 2023. Merci à chacun et à chacune et très excellente journée.